President Trump is convening a White House meeting of his top national security officials to discuss the next steps regarding Venezuela. Now, perhaps you're sitting out there wondering, why do there need to be next steps with regard to Venezuela? And if so, you are not alone. Why we're even discussing military action against the nation of Venezuela is a topic that the president has yet to explain in any full or satisfying way. Still, the meeting comes as the administration is intensifying its pressure campaign on the country because of narcotics trafficking that comes from that country. Il y a des moments où le fonctionnement attendu de la vie publique change de manière subtile, mais significative. Certains événements n'attirent pas l'attention par leurs résultats immédiats, mais plutôt par ce qu'ils révèlent sur les limites institutionnelles en vigueur à ce moment-là. Le 21 décembre 2025, lors d'une conférence de presse improvisée dans l'aile Est de la Maison-Blanche, le président Donald Trump a été interrogé par une journaliste sur sa déclaration publique concernant la mort du cinéaste Rob Reiner et de son épouse Michelle. Le couple avait été assassiné à Los Angeles 2 jours auparavant, dans des circonstances encore sous enquête. La journaliste a directement mentionné le message publié par Trump sur le réseau social, dans lequel le président ironisait sur la mort du réalisateur, suggérant qu'elle aurait été causée par une prétendue obsession à son égard, décrite comme le syndrome de dérangement anti-Trump. Invité à reconsidérer le ton de sa déclaration, Trump a non seulement réaffirmé ses propos, mais il a également amplifié ses critiques, qualifiant Reiner d'individu profondément perturbé et nuisible au pays. La réponse a été diffusée en direct et a immédiatement eu des répercussions dans les médias, parmi les parlementaires et dans les associations culturelles qui suivaient l'affaire depuis l'annonce officielle du décès. Le contenu du message original avait déjà suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et parmi les anciens membres de l'administration publique. Mais le renforcement du message, désormais dans un cadre formel et devant la presse, a consolidé l'épisode comme un tournant, marquant la rupture avec les attentes minimales d'empathie institutionnelle. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité au contenu lui-même, mais à la forme et au moment où il a été réitéré, dans un contexte marqué par des tensions nationales et un deuil public. Le meurtre de Reiner, directeur largement reconnu pour sa carrière artistique et son engagement dans des causes publiques, a été considéré comme une tragédie par divers secteurs de la société, y compris des dirigeants politiques de différents horizons. L'absence de gestes de solidarité ou de retenue de la part de Trump, ajouté au ton sarcastique de la publication, a été interprétée par les analystes comme un signe de radicalisation discursive à un moment sensible, où l'on attendait du président une attitude minimement conciliante. D'autant plus que cet épisode s'est produit le même week-end que d'autres tragédies. Une attaque contre une célébration juive en Australie et une nouvelle fusillade sur un campus universitaire aux États-Unis. Au lieu de s'aligner sur les manifestations de condoléances exprimées par les dirigeants internationaux et les membres du Congrès, Trump a choisi de poursuivre un discours décousu, abordant des sujets aléatoires tels que les serpents venimeux au Pérou, faisant des commentaires sur l'apparence des femmes dans le public et adressant des compliments peu clairs à l'ancienne première dame Melania Trump. Le manque de cohésion et le choix des thèmes abordés, d'autant plus face à la mort de personnalités publiques, ont renforcé les perceptions de distanciation institutionnelle et de mépris des protocoles élémentaires de respect du deuil collectif. La répétition de ce schéma discursif est devenue encore plus évidente lors de l'événement de Noël organisé par le président à la Maison-Blanche. Sur la même scène où il avait fait des références confuses à sa femme et à son plus jeune fils, Trump a tenu un monologue sur les serpents, improvisé des remarques sur des femmes du public qui ressemblaient à Ivanka, et raconté avec enthousiasme des histoires fictives sur des accidents impliquant des animaux venimeux dans des pays d'Amérique du Sud. À aucun moment il n'y a eu de condoléances officielles à la famille Reiner, ni de gestes publics atténuant le ton de la déclaration précédente. Au contraire, le discours est resté provocateur, même lorsqu'il a été interpellé par ses alliés politiques. L'absence de modulation émotionnelle lors d'événements publics
et l'incapacité à reconnaître le poids des morts violentes ont été interprétés par d'anciens conseillers comme le signe d'un style de communication qui naturalise l'insensibilité et la vengeance, même dans des contextes tragiques. L'analyse des commentateurs politiques et juridiques a souligné que ce comportement n'est pas isolé, mais s'inscrit dans une tendance plus large de rupture avec le décorum institutionnel attendu de la part de personnalités qui aspirent à revenir à la présidence. Si vous suivez la politique américaine avec intérêt pour le contexte, et pas seulement pour les gros titres, cette chaîne offre une lecture continue et responsable. L'inscription est facultative, mais elle peut vous aider à suivre l'actualité au fil du temps. C'est dans ce contexte que l'épisode impliquant la déclaration de Trump sur Rob Reiner a été analysé de manière plus large, non seulement comme un écart par rapport au protocole, mais aussi comme faisant partie d'un discours qui repousse régulièrement les limites du langage institutionnel. Le manque d'empathie, combiné au choix délibéré d'un ton provocateur, dans des situations de deuil ou d'instabilité publique, a été une caractéristique récurrente des apparitions du président, en particulier depuis qu'il a quitté ses fonctions. Ce style de communication, qui mêle sarcasme, désinformation et décalage thématique, a déjà fait l'objet d'analyses par des commissions du Congrès, des observateurs internationaux et d'anciens membres de la Maison-Blanche elle-même, qui ont commencé à interpréter ces manifestations comme des tentatives de maintenir une pertinence politique, par le biais d'un choc rhétorique continu. Cependant, à mesure que les épisodes similaires s'accumulent, le débat sur les impacts cumulatifs de ce modèle sur la normalisation des pratiques de déshumanisation dans l'espace public américain s'intensifie. À partir de là, de multiples acteurs institutionnels ont commencé à s'exprimer, chacun dans son domaine d'activité. Des organisations liées à la mémoire de l'Holocauste, avec lesquelles Reiner entretenait des liens, ont publié des communiqués critiquant la banalisation de la tragédie par les dirigeants politiques. Les parlementaires de centre-droit, traditionnellement alignés sur le Parti républicain, ont exprimé leur malaise face au ton adopté par Trump, tout en évitant les confrontations directes. Les membres du Parti démocrate ont quant à eux recouru à des interviews et à des canaux législatifs pour défendre la nécessité de rétablir des normes minimales de civilité dans l'arène publique, indépendamment de l'appartenance partisane. Dans la presse, les chroniqueurs de divers journaux ont abordé le sujet comme un exemple d'érosion de la fonction présidentielle, soulignant que, même sans mandat, la figure d'un président exerce toujours une influence normative sur le discours national. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cet épisode a dépassé le cadre d'un scandale ponctuel et a été interprété comme un cas paradigmatique sur les limites entre la liberté d'expression politique et la responsabilité publique. Cette interprétation est renforcée par des épisodes apparemment sans rapport, mais qui partagent le même substrat. Lors de l'événement sportif entre les académies militaires, par exemple, le geste maladroit de Trump lors du lancer de la pièce cérémonielle a été interprété par une partie de la presse comme une métaphore involontaire de sa difficulté à gérer les rituels d'autorité. L'absence de cérémonie dans le geste, ajoutée à l'improvisation maladroite, a eu des répercussions, non pas en raison de l'erreur motrice en soi, mais en raison de ce qu'elle représentait dans l'imaginaire institutionnel. De même, les commentaires sur Melania et le fils du couple, dans lesquels Trump semble oublier qu'il est le père de Barron, ont été interprétés comme des lapsus qui en disent plus long qu'il n'y paraît. Pour les analystes, il ne s'agit pas d'un problème cognitif isolé, mais d'une dynamique discursive dans laquelle le sujet politique s'éloigne des liens fondamentaux d'empathie et de cohésion familiale, transformant tout en scène de performance publique. Cette convergence d'épisodes apparemment banals, mais répétitifs, soutient l'hypothèse avancée par les spécialistes de la communication politique, selon laquelle il existe un glissement continu entre le domaine politique et celui du spectacle. La répétition d'erreurs, d'exagérations et de déviations de l'attention n'est pas seulement considérée comme un échec individuel, mais comme une stratégie discursive. Dans cette logique, même l'exagération numérique du nombre de décès par morsure de serpent au Pérou
démenti en quelques heures par les données officielles, n'est pas traité comme une erreur susceptible d'être corrigée, mais comme une provocation délibérée, capable de mobiliser des réactions, de détourner l'attention et de consolider l'identité autour de la figure qui dit ce qu'elle pense, même au détriment de la réalité factuelle. Ce modèle d'action défie non seulement le journalisme, mais aussi les mécanismes institutionnels de contrôle discursif, tels que les codes d'éthique partisans et les protocoles de communication publique. Une analyse comparative avec les dirigeants précédents, même de spectres différents, révèle le contraste avec les moments où la présidence assumait une fonction intégratrice en période de douleur collective. La présence de Michelle Obama, en revanche, a servi de contrepoint interprétatif dans ce scénario, en participant spontanément à une émission de télévision avec une famille ordinaire. L'ancienne première dame a repris des éléments traditionnels de la liturgie civile, l'écoute, le geste, la présence publique connectée à la réalité sociale. Sans mentionner directement les événements de la semaine, sa participation a suffi à susciter des analyses sur le rôle de l'empathie dans la formation de liens institutionnels durables. Une partie de la presse a interprété ce moment comme le signe d'un conflit plus profond entre deux modèles de leadership, l'un centré sur la confrontation permanente, l'autre basé sur l'écoute active et la représentation de la bienveillance. Ce contraste, bien qu'imprévu, a mis en lumière les contours plus larges du débat public en cours. Qu'attend-on d'une figure présidentielle, même après l'exercice de ses fonctions, et quelles limites l'espace public doit-il préserver pour que la dissidence politique ne se transforme pas en un spectacle d'hostilité ininterrompue? Si vous appréciez une lecture claire, continue et institutionnelle des événements politiques, abonnez-vous à la chaîne. Notre engagement est de suivre les faits sans perdre de vue le contexte. Dans le domaine de l'analyse institutionnelle, parmi les spécialistes du discours politique et les experts en régime démocratique, la réaction de Donald Trump à la mort de Rob Reiner a été examinée comme un nouvel épisode d'une dynamique communicationnelle qui défie les normes de la vie publique. Selon une interprétation largement partagée par les juristes et les analystes politiques, cet événement ne doit pas être considéré comme une réaction émotionnelle isolée, mais comme faisant partie d'une stratégie délibérée de déstabilisation symbolique. Selon cette interprétation, l'utilisation du sarcasme face à la mort d'un opposant et le maintien d'un ton provocateur, même face à la douleur collective, seraient des manifestations conscientes d'une pratique discursive visant à rompre avec les codes traditionnels de respect, renforçant ainsi les liens identitaires avec des secteurs de l'électorat qui se sentent aliénés par le langage de la modération institutionnelle. La logique derrière ce geste n'est pas celle de l'apaisement, mais celle du conflit permanent, un refus du pacte civilisateur au profit de la fidélisation par l'antagonisme. D'autre part, certains analystes proposent une lecture plus prudente des effets politiques de cette posture. Bien qu'ils reconnaissent le caractère controversé de la déclaration de Trump, ils considèrent que sa capacité réelle à transformer le paysage politique est limitée. Pour ce groupe, les comportements marqués à plusieurs reprises par l'indifférence face aux tragédies humaines peuvent éroder une partie de la base de soutien de l'ancien président, en particulier parmi les électeurs qui, bien que conservateurs dans leurs choix politiques et économiques, ne cautionnent pas les discours insensibles ou destructeurs. Des enquêtes récentes, menées par des instituts d'analyse électorale, indiquent une tendance à l'éloignement des électeurs indépendants, qui voyaient auparavant en Trump un instrument de rupture fonctionnelle, mais qui expriment aujourd'hui leur malaise face à l'escalade verbale et à l'apparente banalisation de la douleur d'autrui. La divergence entre ces points de vue révèle la complexité du moment politique et la fluidité du soutien populaire dans un contexte de surcharge symbolique intense. D'un point de vue juridique, cet épisode relance un débat important sur les limites du discours politique. Lorsqu'il est prononcé par des personnalités qui, bien que n'ayant plus de mandat, continuent d'exercer une influence sur le débat public. La déclaration de Trump,
bien que légal au regard du premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, remet en question les paramètres éthiques qui devraient guider l'action des anciens dirigeants nationaux. Les juristes spécialisés dans l'éthique publique et la gouvernance démocratique soulignent que l'absence de règles claires sur la conduite institutionnelle des anciens présidents contribue à l'expansion de zones d'ombre, où le langage cesse d'être une simple expression individuelle et produit des effets collectifs sur le tissu social. Les discussions entamées après les événements de 2021 au Congrès américain ont repris, axées désormais sur la création de directives qui, même sans force coercitive, pourraient établir des normes minimales de responsabilité discursive pour les personnalités publiques de renommée nationale. Dans le milieu médiatique, la réponse de Trump a été perçue comme un élément supplémentaire d'un modèle discursif reconnaissable et croissant. Les chaînes de télévision, les commentateurs et les médias à grande portée ont commencé à traiter cet épisode non pas comme un fait isolé, mais comme faisant partie d'une série de manifestations visant à normaliser la confrontation comme langage politique. Les déclarations de l'ancien président lors d'événements marqués par une douleur collective, ses interventions lors de cérémonies symboliques et ses discours improvisés dans des contextes religieux et festifs ont été analysés sous l'angle de la provocation calculée, où la perturbation attire non seulement l'attention, mais renforce également une identité politique, fondée sur le refus des codes communs de respect mutuel. Pour les spécialistes des médias et de l'opinion publique, l'accumulation de ces actions suggère l'existence d'une méthode de communication visant à redessiner les limites de l'acceptable dans la sphère publique, en déplaçant les paramètres du raisonnable au nom de la réaffirmation du pouvoir symbolique. Pendant ce temps, la participation de Michelle Obama à des événements sociaux au cours de la même période a été interprétée par une partie de l'opinion publique comme une réponse silencieuse mais éloquente au modèle de communication adopté par Trump. Engagé dans des initiatives visant à encourager la lecture, à renforcer les liens familiaux et à écouter activement les communautés vulnérables, l'ancienne première dame a adopté une posture axée sur la valorisation de la dignité humaine, sans recourir à des confrontations ou à des déclarations explicites. La répercussion de ces actions suggère qu'il existe une demande sociale importante pour des formes de représentation qui privilégient l'empathie, l'attention et la reconnaissance mutuelle. Les analystes politiques soulignent qu'en opposant deux styles de présence publique si différents, l'un marqué par l'agressivité et l'autre par l'écoute, la société se révèle plongée dans un profond débat sur les valeurs qui doivent guider l'exercice de l'autorité dans l'espace démocratique. Face à cela, les spécialistes du comportement électoral avertissent que la trajectoire de Trump continue de faire l'objet d'une réévaluation constante de la part de l'électorat et des institutions. Jusqu'à présent, l'épisode impliquant Rob Reiner n'a donné lieu à aucune poursuite judiciaire, ni à aucune conséquence juridique directe, mais son poids symbolique est indéniable. La répétition d'épisodes dans lesquels l'ancien président enfreint les règles tacites de civilité et de respect indique qu'il existe, à tout le moins, une tension permanente entre son action et les attentes normatives qui sous-tendent le discours démocratique. L'absence de consensus sur l'impact politique de ces gestes, ainsi que la multiplicité des interprétations possibles, en disent peut-être plus long sur l'état actuel de la société américaine que sur Trump lui-même. À une époque où la souffrance d'autrui devient un sujet de dispute rhétorique, les limites de l'acceptable sont testées en public et la réponse collective à cela définira, en fin de compte, les limites du langage légitime dans la politique contemporaine.